d'après moi, dans la base américaine. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire à M. Bazoum de lire un discours de ralliement. Et Bazoum allait lire un discours. Déjà, vous ne vous souvenez pas au Venezuela? Un malade mental est parti dans la rue, n'arrivant pas à justifier comment il a pillé les deniers publics. Il a dit, je suis chef d'État. On ne l'a pas reconnu. Quelle était la première nation à le reconnaître? La France, les États-Unis. Washington, les États-Unis. Parce que quand il y a une histoire comme ça, l'Europe attend. On attend la réaction du département d'État. Et quand le département d'État prend une décision, on a reconnu ce monsieur, on l'a reçu aux États-Unis. Donc M. Bazoum aurait été amené à la base américaine de Niamey et il aurait fait un discours, comment je vais dire, fédérateur. On allait dire, M. Bazoum, faites un discours et donnez un ultimatum aux militaires de se rallier à vous, de déposer les armes. C'est là où Washington allait entrer donc en scène sur le plan militaire. Et le président Banda va expliquer les contradictions et même entre guillemets les oppositions qu'il y a au sein de l'armée du Niger. On a les mêmes contradictions et oppositions au sein de notre armée, sauf qu'en grande majorité, l'armée du Cameroun est patriote. Nous regardons les quelques éléments qui rêvent avec leurs amis de Yaoundé. Nous les appelons comme ça, leurs amis de Yaoundé. Donc toute la démonstration de mon petit frère Jonathan et de Charlie, c'est de dire que, comment donc ce monsieur symbolise donc tout ce qu'ils ont dit là. Et il a fallu s'échapper. Et il est dans la résidence présidentielle. Je ne sais pas, je crois qu'après cette histoire, il est parti à la résidence présidentielle. Mais il pleure, ça veut dire que les gars l'ont déplacé. Oui, mais Bazoum était dans la résidence présidentielle. Même quand un président volontairement remet le pouvoir, passe le témoin, il est dans la résidence présidentielle. Il va dans ce qu'on appelle sa résidence privée ou bien dans une résidence de fonction d'ex-chef d'État, c'est-à-dire qui lui est attribué par l'État. Qu'est-ce qu'il faisait dans la résidence présidentielle? Vous voyez ça avait été ça mon problème. D'abord, moi ils ont tout dit, mes chers amis. Sauf que moi je veux parler un peu de Human Rights Watch, c'est-à-dire je fais juste quelques remarques sur Human Rights Watch. Je ne parle pas d'Amnesty International, qui dit l'un dit l'autre. Tout à fait. C'est que comment ils se créent et qu'est-ce qu'ils défendent? Quels sont leurs principes? Je vous lis un peu les principes. Jonathan connaît ça par cœur. Il enseigne même ça à des jeunes étudiants. Mon frère Jonathan, dans les principes, c'est-à-dire de ce pourquoi Human Rights se bat, il se bat contre le trafic d'armes. Si on s'arrête là, le trafic d'armes, c'est-à-dire Human Rights. Vous savez le trafic d'armes qui m'avait fait sursauter? C'était le fils d'un chef d'État français, Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait plus de clivage droite-gauche. Avec un monsieur qu'on appelait Charles Pasqua. Avec monsieur Pierre Falcon. Ils vont faire un trafic d'armes en direction de l'Angola. Et vous savez de quelle arme il s'agissait? Il s'agissait des armes de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'ils sont français. Ils sont au cœur du dispositif de la vie politique française. Mais ils font un trafic d'armes sur des armes soviétiques en direction de l'Angola. Question. Human Rights Watch avait pris position sur cette affaire. Jean-Christophe Mitterrand va faire quand même la prison là-dessus. Sa mère va payer sa caution, il va sortir. Monsieur Pasqua ne fera jamais la prison. Il ne vit plus. Charles Pasqua. Deuxième des choses. Le travail des enfants. La torture. Au moment où nous parlons. Charlie, tu connais ces choses-là. Est-ce qu'en Guantanamo, il y avait la torture? En Irak, est-ce qu'il y avait torture? C'est quoi la torture? Est-ce que Guantanamo est vide? Est-ce qu'on a liquidé? Je rappelle que Barack Obama va expliquer que quand il faisait sa campagne, que ça me pose un problème moral. Quand j'arrive, je ferme Guantanamo. On a fermé Guantanamo. Y a-t-il eu torture? Est-ce qu'en Irak, il y a eu torture? Est-ce que la France pratique la torture? Les États-Unis, est-ce que ce n'est pas c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle une gestion du sécuritaire des États-Unis, la torture? Non, tu connais ces choses. Lorsqu'il parle de la torture, on va même pas aller loin. Prenons Israël dont on parlait tout à l'heure. En Israël, vous avez une loi. C'est une loi qui s'appelle la détention administrative.
qui donne la lassitude au gouvernement israélien de détenir quiconque est présumé, j'aime pas dire connu, présumé terroriste, de le détenir pendant 3 mois renouvelables sans qu'il n'y ait accès à un avocat, sans qu'il n'ait contacté sa famille, sans que rien ne se fasse. C'est l'une des raisons pour lesquelles, alors nous parlons, vous avez plus de 10 000 Palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes et qui n'ont jamais été jugés, peut-être qui ne seront jamais jugés, et qui sont victimes des actes de torture simplement parce que pour le bon vouloir des TCM, mais sérieusement, Human Rights Watch et Amnesty International ne fera jamais un rapport dessus. Charlie, il faut ajouter la tranche d'âge médiane. Les Palestiniens détenus en Israël ont tous, pour la plupart, moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Des mineurs. Ouais. Mais Human Rights Watch ne fera jamais un documentaire ou alors un rapport Silence dessus. radio. Silence radio. Ouais, silence radio. Mais quand vous gardez la parole. Une autre chose, et je veux m'arrêter là, contre laquelle lutte. Les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle les Ouai. Là, ouais. Un véritable génocide. Il y a eu génocide dans la crise ivoirienne. Tout à fait. Ça en est où? Silence radio, Bertrand. Les choses pour lesquelles Human Rights Watch se bat. Légalisation de l'avortement. Voilà. Légalisation de l'avortement. Il n'y a pas de force politique, géopolitique. Des gens qui incarnent, comment je veux dire, le contrôle des naissances de l'Afrique. Il y a diminution de la puissance africaine, du nombre d'Africains. Pourquoi? Parce que quand ils font une projection, d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, vous risquez de vous projeter dans 5 milliards d'habitants. Vous êtes un véritable problème. Sarkozy explique que le véritable problème de l'Europe dans les années à venir, à très court terme, c'est la démographie africaine. Human Rights Watch le dit, mon problème, c'est la légalisation de l'avortement et quoi? La promotion des LGBTQ. Pour limiter les naissances. Ils ont même mis beaucoup de plus même là. Pour limiter les naissances. LGBTQI+, quoi, machin. Plus. Mais ça, ce sont des débats. C'est-à-dire... Et il y a toute une propagande. Quand on va faire arrêter le président Gbagbo, nous allons faire ici pratiquement 1 an d'émission sur le rôle des ONG et des ONG. S'il y a africain, on va même aller plus loin. Et dire que ce Human Rights Watch, vous savez de quoi il découle? Il découle de American Watch. Vous savez qu'il y avait eu ça. Asian Watch, Africa Watch, Middle Watch. J'ai essayé de voir s'il y a eu un jour un semblant de cette histoire en Chine. Ça n'a jamais existé. China Watch. Mais vous, moi, je ne vous dis pas souvent ici que Xi Jinping et M. Poutine des fois se tiennent comme ça. Ils regardent nos africaineries, notre façon de faire. Ils disent, bon, ils savent que ce qu'il faut faire. Ça n'a jamais existé en Chine. Et on avait demandé à l'État du Cameroun, quelle est la pertinence d'avoir Human Rights Watch au Cameroun? Puisqu'il y a une organisation de défense des droits de l'homme, qui est même dans l'architecture administrative du Cameroun. C'est le professeur Mwengen Kombila qui est le patron, comment je vais dire, de l'Organisation nationale des questions des droits de l'homme. C'est mon voisin. Mwengen Kombila habite à côté de ma résidence, c'est mon voisin. On se voit tous les jours. C'est lui qui a des... C'est un monsieur d'une rectitude brillante, agrégé de droit. Il peut définir ce que c'est qu'une violation de droits humains. Le patron exécutif de Human Rights Watch, je vous donne le nom. Monsieur Jonathan, il s'appelle Monsieur Kenneth Roth. Je vous donne un devoir, pardon. Dites-nous un peu ce que ce monsieur vaut. Face à monsieur Mwengen Kombila. Il n'est pas juriste, ce monsieur. Agrégé de droit. D'ailleurs, pour comprendre ce qu'on appelle, comment je vais dire que la défense des droits de l'homme, il faut être justement un juriste. Parce que c'est même d'abord une notion juridique. Tout à fait. Le droit de l'homme. On avait posé la question à l'État du Cameroun. Les gens de Yaoundé vous répondent. Et quand le gouvernement s'arrangeait, le gouvernement faisait ami-ami. Il y a des rapports ici où le gouvernement, j'ai eu l'impression que le gouvernement était content même avec cette histoire. Jusqu'à ce que l'armée du Cameroun vienne expliquer. Je le dis ici parce que ça a été une déclaration publique de l'armée du Cameroun. Que sur un smartphone, on a arrêté les conversations entre Allegrosi, la responsable de Human Rights Watch, et les premiers généraux neutralisés par l'armée du Cameroun. Où lequel elle le disait, efface vite les messages. Il ne faut pas que ça tombe entre les mains. Comment je vais dire, inexperte et surtout de l'armée du Cameroun. L'armée du Cameroun va assumer cette communication. L'armée du Cameroun suit.
Les messages, les informaticiens de l'armée vont reconstituer les messages entre Human Rights Watch et ce qu'on appelle la partie la plus criminelle de l'Amazonie. Voilà. Elle est grosée. Voilà. Vous mettez le débat. Moi, je sors du débat de M. Bazoum. Moi, j'en ai terminé avec M. Bazoum. Moi, j'attends. On a déjà signifié à M. Bazoum son chef d'inculpation. Haute trahison. J'ai dit c'est au-dessus. C'est au-dessus du atteinte à la sûreté. Nous attendons le procès de M. Bazoum. C'est tout. Voilà mon problème. Donc, me parler, M. Bazoum. Je ne suis plus avec M. Bazoum. M. Tiani a donné une orientation. Dans quelques jours, là, il va se tenir ce que je peux appeler une grande rencontre pour les consultations des Nigériens. Parce que M. Tiani veut un peu calquer son orientation sur le modèle des Maliens. Parce que tout ce que les Maliens font, ce que M. Goïta fait, c'est la feuille de route de ce qu'on appelait les assises nationales. Il a dit, Maliens, venez. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Maliens, eux-mêmes disent qu'il faut limitation de mandat. Vous n'avez pas souvenir, ici, nous on a dit Maliens. Vous mettez limitation de mandat, parce que limitation de mandat vous produit un certain type souvent d'homme politique. Limitation mandat, là, ça vous produit un certain type d'homme politique. Vous croyez que si Xi Jinping n'est pas fou, les Chinois ne veulent pas limitation des mandats. Il y avait limitation mandat même au sein du Politburo. Ça c'est même. Si Xi Jinping a dit je ne veux plus limitation mandat au sein du Politburo, et il a demandé que ces dispositions soient votées devant les 5000 congressistes à visage découvert, à main levée. À main levée. Mais limitation de mandat vous produit ATT, vous produit IBK, vous produit limitation. Mais nous sommes qui? Nous respectons les Maliens. Et c'est en ça que j'ai compris que M. Goïta, il travaille avec son équipe pour dire à la prospérité malienne, aux jeunes maliens demain, que c'est vous qui aurez en quelque sorte le Mali. C'est-à-dire que lui, il vient restaurer les choses. Et regardez les hommes politiques qui, à partir des pouvoirs forts, sérieux, qui ont une orientation, regardez ce que ça a produit en termes de civils qui ont émergé. Mais c'est Diop, brillant diplomate. Je ne savais pas que des Maliens comme ça existaient. Vous voyez ce que produisent les pouvoirs forts. Projetons au Cameroun, un jour, dans une situation de blocage. Ça ne me gênerait pas qu'un militaire patriote prenne ses affaires. Ça va produire un certain type de patriotes au Cameroun. Vous allez rester comme ça et dire que... J'ai dit, vous n'allez pas savoir d'où ils sortent. Mais vous allez voir des civils. Un certain type de patriotes. Vous allez vous demander, mais il a fallu l'avènement des militaires sur la scène politique. Si le président de la République me demande, M. Tatsinda, vous parlez Afrique Média, je remets le pouvoir à qui? Je vais lui dire, remettez le pouvoir au président Bandakani. S'il me dit, non, tu as des liens extrêmement étroits avec le président Bandakani, je m'attendais à ce que tu... Je vais lui dire, monsieur le président, n'excluez pas les militaires dans votre réflexion pour rechercher quelqu'un qui est vraiment sérieux pour continuer votre action. Je vais lui dire, monsieur le président, regardez dans la classe des hommes politiques. Vous m'aviez dit de ne pas vous donner un nom. Vous dites que je ne peux pas être juge et parti. C'est vrai. Mais n'excluez pas dans votre réflexion de dire qu'il faut que ce pays soit remis entre les mains d'experts. N'excluez pas les militaires. Un militaire peut être une main experte. Mais je pense que c'est que... Allez-y Charles, cette philosophie, cette réflexion occidentale qui voudrait faire comprendre à la conscience collective internationale que les militaires n'ont pas droit à la gestion des pays ou que les militaires ne peuvent pas gérer est une aberration, c'est une forfaiture, c'est un mensonge. Écoutez, les États en Afrique qui se sont le mieux portés ont été gérés par des militaires. C'est Abdel Nasser qui a fait de l'Égypte ce qu'elle est aujourd'hui, avec la nationalisation du canal de Suez. C'est Muammar Kadhafi qui a fait de la Libye ce que la Libye a été aujourd'hui et que les Occidentaux sont venus détruire au point de l'assassiner. C'est Thomas Sankara qui a fait du Burkina Faso, le grand pays, le modèle que nous avons aujourd'hui, qui inspire la lutte que nous menons actuellement. Le Ghana. Le Ghana, c'est John Jerry Rawlings qui a fait du Ghana. Le Ghana était le pays le plus corrompu en Afrique, il faut que les gens le savent. Le plus corrompu, c'est John Rawlings qui est venu faire du Ghana ce que le Ghana est aujourd'hui. C'est Mao Tse-tung qui a fait de la Chine ce que la Chine est aujourd'hui. Vous comprenez? C'est Vladimir Poutine qui a fait de la Russie ce que c'est un militaire. Donc quand les gens arrêtent de nous parler, les militaires, et j'insiste encore pour finir avec ce que le grand frère venait de dire, il y a deux profils d'hommes qui peuvent gérer les États africains pour mener à bien le combat. Parce que actuellement, quand on ne nous trompe pas, on n'a pas besoin de démocratie, on n'a pas besoin de liberté, de transparence démocratique, on n'a pas besoin de ça. Actuellement, à la tête de nos États, il faut des révolutionnaires, il faut des engagés, il faut des patriotes pour mener à bien les combats justement qui nous attendent. Et pour cela, il y a deux profils d'hommes. Les premiers, ce sont les panafricains engagés. Je n'ai pas dit les panafricains.
J'ai dit les panafricains engagés pour être panafricains. Mais si vous êtes panafricain simplement parce que vous croyez en ce combat, vous ne pouvez pas gérer un pays africain. Alors nous parlons, c'est impossible. Il faut des panafricains et panafricanistes engagés. J'insiste sur le mot engagés. Et le deuxième profil, ce sont les militaires. Alors, monsieur, je cause avec ces hommes. Il y a de la matière. Terrible. Il y a de la matière. Faites très attention. Nos militaires sont hautement formés. La preuve, le Mali nous donne, le Burkina Faso, le Niger. C'est pas, nous n'appelons pas ici à une insurrection armée au Cameroun. Il faut qu'on se comprenne très bien. Mais nous disons que les défis que nous engagent, les défis que le ministre de la Communication nous écoute. Les profils sont les panafricanistes engagés et le militaire. Merci à vous. Allez, Bertrand, vous gardez votre micro. De réflexion ne s'arrête pas à un ministre de la communication camerounais. Non, on a dit qu'il faut... J'ai compris. Ne me parlez pas de lui. Ne me parlez pas de lui. Ne me parlez pas de lui. Non, je vous comprends, vous, mais ne me parlez pas de lui. D'accord, Bertrand. Je chute même en expliquant donc alors que ce Human Rights Watch, donc, au début, c'était pas pour vous. Au début, c'était pour véritablement vérifier, comment je vais dire, l'application des accords d'Helsinki. D'accord. C'est quoi les accords d'Helsinki? Les accords d'Helsinki sont issus de ce qu'on appelle la conférence de sécurité et de coopération de l'Europe. C'est-à-dire que la guerre froide. Et vérifier que l'Union soviétique respecte ses engagements. Qui le signe? 33 pays africains, 33 pays européens, le Canada et les États-Unis. Et vous savez ce que disent les accords d'Helsinki? 3 choses importantes, et c'est ça qui m'a intéressé. Citons-les, je vous en prie. Première des choses, l'inviolabilité des frontières. C'est-à-dire les accords d'Helsinki expliquent que inviolabilité des frontières. Regardez la situation au Mali. L'Azawad n'est pas dans une démarche d'inviolabilité des frontières. Je pose la question. L'Azawad n'est pas dans une démarche, comment je vais dire, que de non-respect de l'inviolabilité des frontières. Et qui sont cachés derrière? Ceux qui ont signé les accords d'Helsinki, qui disent qu'en Europe, quel que soit le problème en Europe, quelle que soit une cause défendue en Europe, quelles que soient vos revendications en Europe, les frontières européennes là, tu réfléchis en termes de violabilité de cette histoire, c'est la bombe atomique. Mais c'est eux qui sont cachés derrière les mouvements terroristes pour soutenir l'Azawad, pour qu'il y ait violabilité des frontières chez toi. Deuxième des choses des accords d'Helsinki. Le refus de tout recours à la force dans le règlement des conflits. Tout recours à la force. Ça veut dire quels que soient les désaccords politiques, et il y en a aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle l'espace Union européenne, l'espace de l'Union européenne, il y a recours à la force. Regardez ce qu'a dit la présidente du Conseil italien sur M. Macron, c'est-à-dire que sur la politique coloniale française et qui produit ce qu'on appelle les vagues migratoires pour l'Italie. Écoutez ce qu'ils disent, écoutez ce que les Italiens disent sur le CFA. Il y a opération militaire, mais qu'est-ce qu'on voulait faire chez vous? M. Macron avait trouvé déjà des États pour coaliser, pour aller en guerre, détruire le Niger et faire installer M. Bazoum au nom de la démocratie. Ouais. Et en fait, pas d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Voilà les accords d'Helsinki qu'on fait signer à l'Union soviétique et dont cette organisation se met sur pied pour d'abord le respect. Le gendarme en tout cas de ces accords. Quand tu arrives dans la mondialisation et qu'ils sont dans une logique de gouvernement mondial, ils comprennent que l'affaire rapidement peut mettre au pas pays africains. C'est-à-dire qu'ils font donc ce qu'on appelle la fusion des rights. C'est-à-dire que American Watch, Asian Watch, African Watch, partout. Dans Asian Watch, là, ils n'ont jamais existé en Russie. Ils n'ont jamais existé en Chine. Donc, ils font une fusion de ça. Et ils mettent à la tête dans le Kenneth Roth, là, pour dire que maintenant, ouais, tu es notre interlocuteur. Tu es notre interlocuteur. C'est-à-dire que même au niveau du Conseil de sécurité, on les élève en termes de prestige, d'influence et même de reconnaissance, au même titre que nation. Ça veut dire que le patriarche camerounais, le président Paul Biya, peut se retrouver demain avec la patronne exécutive de Human Rights Watch. C'est une question de sécurité. J'ai dit au Conseil de sécurité, on fait asseoir le patriarche président camerounais. Elle est en face. On l'a fait avec la RDC. Les faux rapports de Human Rights Watch. On l'a fait avec la RDC. Justifier une intervention militaire au Cameroun, il faut que les gens le sachent. C'est nos amis russes et chinois, c'est-à-dire les vétos ont parlé. Je dis les vétos ont parlé. Ils se sont assis pour organiser une réunion où ils voulaient intervenir militairement. Militairement, comme les gens le savent. Nos amis, c'est pour ça que nous... Je vous en prie, Jonathan. Chose.
Leur nouveau patron, c'est Tirana Hassan. Ah, donc ça a changé. Oui, mais la dame, elle vient d'Amnesty International. C'était le mercato en septembre 2022. Ils ont eu le championnat. Ils ont acheté. C'est pour ça que quand tu parles d'une de ces organisations, en fait, tu parles de toutes ces... C'est la même chose, c'est la même chose. Elles vont créer donc les versions coloniales tropicales nègres. Tout à fait. Les hommes monde à venir. Et dit qu'il y a certaines démarches. Il y a certaines démarches que non, vous, on va donner argent et vous allez jouer ce rôle-là. Le monde à venir. Vous n'avez pas un certain type. Vous n'avez pas un certain type. Et moi, je vais faire le débat. Les rédacs. Je vais faire le débat avec un d'eux. Chez mon ami Frédéric Moutomé, une chaîne de télévision LMTV, comme je donne le nom, où il va avouer en Mondovision que oui, ils nous prescrivent les rapports et ils payent ces rapports à l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire à l'ambassade des États-Unis, là, il y a un guichet où les États-Unis donnent à cette version nègre. C'est-à-dire que des organisations non gouvernementales où on paye contre les États, ils font des rapports. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous donnez le rapport. On paye. Et il n'y a que dans vos pays et dans votre continent qu'on voit ça. Il n'y a que ce qu'on voit ça chez vous. La Zawad est soutenue. Voilà pourquoi ils demandent, à partir du moment où l'opération a raté, et si l'opération avait marché, ils allaient infiltrer une partie de l'armée pour créer, moi je vais dire, un affrontement militaire entre eux, c'est-à-dire au sein de l'armée nigérienne. Ça a raté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, ils sortent alors pour vous dire, je peux vous dire que la semaine prochaine, ils vont vous dire que Bazoum est entre la vie et la mort. Que Bazoum a de sérieux problèmes de santé. Oui, déjà, la réponse du ministre, j'ai aimé la réponse du ministre de l'Intérieur. Il dit... Du Niger. Du Niger. Oui, bien sûr. À Lomé. Oui, on lui dit, mais Bazoum n'a plus l'électricité. Il dit, mais c'est lui-même qui a proposé cette idée. Il a dit, coupez-nous la lumière et l'eau. C'est un moyen de pression. Il dit, ça a tué beaucoup de personnes à l'hôpital. Donc, si lui-même n'a pas la lumière, c'est simplement la conséquence. Donc, ils seront simplement conséquents. Mais je crois que dans son discours, il voulait dire ses conditions de détention étaient durcies. Donc maintenant, c'est un véritable prisonnier. Ouais, là, je crois que je chute donc en une phrase, en expliquant que cette organisation criminelle, vous savez ce qui est arrivé en 1997? Du tout. Prix Nobel de la paix. Oui, ça c'est vrai. Non, je dis, continuez toujours de rêver. En 97, je dis, c'est un enchaînement parfait sur l'histoire de Nganou. Je dis, en 1997, Human Rights Watch, dans toute cette organisation dont je vous parle là, on va mettre un prix Nobel de la paix. Moi, je ne savais pas qu'une ONG allait recevoir le Nobel de la paix. Vous savez à quoi on donnait le Nobel de la paix? C'est-à-dire qu'à l'esprit de cette histoire. C'est-à-dire c'est à l'esprit de cette histoire. C'était pour récompenser Amnesty International dans sa propagande qui avait permis à ce que vous avez, avec la dislocation de l'URSS et les autres, en fait c'était un prix de récompense. Ils l'ont fait même avec l'Union Européenne en 2012, c'était un prix de récompense. C'était suite à un certain nombre d'actions qu'ils ont menées qui concouraient justement à légitimer leur idéologie atlantiste à travers le monde. Et donc ça arrive comme ça une fois par an qu'ils remettent des prix à ces organisations pareilles simplement parce qu'ils fonctionnent dans le cadre de leur volonté. Le Nobel, c'est une attribution juste, honnête et crédible. C'est la mafia internationale. Voilà. D'accord. Le Nobel est simplement là pour... Et c'est là où ça fait mal. Je vous prends un cas très simple. Il y a un Camerounais, je crois, un ou plusieurs Camerounais qui ont été cités dans la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde. Les 100 personnalités les plus influentes au monde. Vous savez qui donne ces classifications? Le Time Magazine, le Forbes et bien d'autres choses. Vous pensez que quand ils mettent des Africains à l'intérieur de ces trucs-là, avec tous les privilèges que certains États donnent à ces personnes-là, vous pensez que c'est véritablement parce que ces gens-là aiment leur pays ou bien parce que ces gens-là travaillent dans l'optique d'un monde plus juste, plus bon? C'est la bêtise, c'est le soft power. C'est parce que ce sont des éléments, des instruments qu'ils manipulent pour implémenter ou pour imposer leur philosophie, leur idéologie aux États qui veulent être un peu récalcitrants ou qui ont des velléités un peu trop nationalistes ou souverainistes. Parce que c'est ça l'enjeu du monde. Vous savez pourquoi ces gens ont des problèmes aujourd'hui? Parce que la plupart des États du monde aujourd'hui portent des velléités nationalistes. Tous les États. Et la ferme opposition, ou alors le danger de l'idéologie euro-atlantiste, à savoir la domination du monde, c'est l'esprit nationaliste. Et les États, c'est le souverainisme. Et tous les États qui prennent cet esprit-là
vous allez voir que ce sont des États combattus. C'est pourquoi ils aiment des pays comme la France. Parce que depuis 2019, quand Sarkozy a fait entrer la France dans l'OTAN, vous avez vu ce qui se passe. Vous savez que Jacques Chirac n'était pas trop aimé dans ces personnes-là, même si c'est un autre criminel. Mais il avait une politique souverainiste et nationaliste pour la France, qui faisait en sorte que les services secrets français, les services secrets américains, la CIA a travaillé justement à la dislocation de son parti. Parce qu'il faut qu'on le dise, le parti de gauche porté par Chirac a été dissous, a été travaillé, a été déconstruit par le renseignement américain. Donc il faut que les gens le sachent. Aujourd'hui, ce qui les dérange, c'est l'esprit nationaliste porté. Et cet esprit est porté par quoi? C'est porté par le discours que nous portons ici. Ce discours que nous portons ici, elle impacte. Le jour qu'on donne le prix Nobel de la paix à un Africain, il se présente à une élection présidentielle. Il doit être l'ennemi juré de l'Afghanistan. Il y a un RDC. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, on va arriver sur la RDC, il y aura des émissions, monsieur. Rassurez-vous, Par contre, les Africains vont dire non, c'est un monsieur qui aime la paix. Il a même eu le prix Nobel de la paix. Et chaque fois que les puissances occidentales prononcent son nom, ils mettent prix Nobel de la paix derrière. Donc on vous vend prix Nobel de la paix pour vous dire qu'on amène quelqu'un de la paix. Alors que ce n'est qu'un Bazoum bis. Vous avez une dame au Cameroun. Laquelle? Vous avez une dame au Cameroun parce qu'elle défend un certain nombre de valeurs. Vous avez vu comment elle est polie, elle est aimée, elle est arrangée par le département d'État américain. Vous avez une autre dame qui a été invitée parmi les femmes les plus influentes parce qu'elle défend les droits de l'homme. Monsieur, si vous n'arrivez pas à comprendre le monde, si vous n'arrivez pas à comprendre le monde et comment ça marche, vraiment les Africains, faut faire très attention. Le monde n'est pas... Je vous vois venir, très cher ami.